Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Vous souvenez-vous de Zelensky? Ben oui, Zelensky. Non, vous en souvenez plus, hein? Tu sais, il était pas grand, il était petit, c'était un comédien. Il est devenu président de l'Ukraine, il est tout le temps bien en vert, là. Il se bat contre Poutine, qui a envahi son pays. Au début de l'année, on en parlait beaucoup, là. Je rigole, parce qu'évidemment, on dirait que les médias sont pas capables de suivre deux histoires en même temps, hein? C'est tout un et tout l'autre. Alors maintenant, tous les projecteurs sont braqués, bien sûr, sur Israël et Gaza. Zelensky, l'Ukraine, ça. Fêtez les journaux, là. Vous êtes chanceux si vous tombez sur une information là-dessus. On va en parler avec M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de défense aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. M. Saint-Cyr, je rigole, bien sûr, mais il y a quelque chose de triste un peu là-dessus. On dirait que Zelensky, même lui-même, a peur en disant « Hey, écoutez, là, j'existe, je suis là, là. » Oui, bonjour, M. Martineau. Bonjour. Effectivement, les gens ou je dirais plutôt les médias ont une mémoire courte de ce qui se passe dans l'actualité. Par contre, on est en train de vivre et on vit encore depuis 2014. Hein, je fais le point. C'est pas juste 22 mois de guerre depuis l'invasion de février 2022, mais depuis février 2014. On vit une guerre en Ukraine. On vit un assaut de la part des Russes qui, éventuellement, s'ils sont vainqueurs, vont s'enorgueillir de leur victoire et pourraient par la suite menacer d'autres pays limitrophes à l'Ukraine, même les frontières qu'on appelle de l'Europe de l'Ouest. Alors, je vous dirais que c'est un sujet qui demeure d'actualité. On doit, c'est une exigence morale, M. Martineau, de garder l'œil, de s'assurer qu'on comprend bien ce qui se passe là-bas, parce que ça va nous affecter éventuellement. Ben c'est ça, j'aime bien ce que vous dites, une exigence morale, parce qu'on disait c'est le sort de l'Occident qui se joue là-bas. Là. L'Ukraine, c'est l'Occident qui est envahi, attaqué par un gouvernement autoritaire. Il faut défendre l'Ukraine, mais malheureusement, là, même aux États-Unis, on dit on n'a plus d'argent, c'est plus difficile, tout ça. On voit que Zelensky, maintenant, a peur en disant, ben là, oubliez-moi pas, là. Mais l'Ukraine, voyez-vous, c'est une population similaire à la population canadienne, 40 millions. Alors, projetez-vous, là, un pays comme nous, avec 40 millions d'habitants, qui fait face à un pays surdimensionné comme la Russie, avec un potentiel, je vous dirais, économique quand même appréciable, une capacité de produire des armements aussi, une force de 300 millions, c'est-à-dire de personnes, où ils vont même puiser à l'intérieur des prisons pour augmenter les forces russes. Ben oui. Alors, les Ukrainiens font face à un géant. Il faut comprendre ça. Si on veut se projeter là, comme Canadiens, c'est comme si c'était nous en bout. Par contre, ce que les Ukrainiens manquent, c'est qu'ils n'ont pas la force industrielle pour subvenir à leurs propres besoins militaires, c'est-à-dire en armement. Ils ont besoin de l'étranger. Le grand frère américain commence à battre de l'aile. Ça c'est dû avec des politiques internes, de la politique interne américaine, là, qu'il y a des débats là-dessus. Mais ça affecte énormément la capacité des Américains de fournir encore des armes aux Ukrainiens. Les autres pays occidentaux ont vidé les coffres, ont vidé les arsenaux pour venir en aide à l'Ukraine. Et on voit aujourd'hui une position ukrainienne extrêmement précaire devant ce rouleau compresseur russe qui, lui, continue d'avancer. On le voit. Ils reprennent un peu leurs avances qu'ils avaient avant l'été de 2023. Ils reprennent l'offensive. Alors, c'est plus vraiment un scénario là, qui est prometteur pour l'Ukraine. Monsieur Zelensky, qui est d'un optimiste à tout casser, mais dans la réalité, quand on voit ses chefs militaires, c'est attention, ça va pas bien. Au lieu de lancer l'offensive, on va se positionner pour garder, protéger et défendre les acquis. On parle plus de conquête, là. On parle de protéger ce qu'on a, d'essayer de passer à travers l'hiver. Et alors, c'est tout un scénario extrêmement difficile qui se présente devant les Ukrainiens aujourd'hui. Ils ont besoin de plus en plus de l'aide occidentale. Alors, il y en a un qui doit rire dans sa barbe, bien sûr, c'est Poutine, parce que lui, ce qu'il mise, il mise sur une guerre longue, parce qu'une guerre longue, ça va faire son affaire. Lui est capable d'être là avec toute son armée, puis tout ça, de mener une guerre longue, et il va finalement épuiser
L'Ukraine qui est en misant, en disant, ben l'Ukraine, à un moment donné, va mettre un genou par terre. C'est sur ça qu'ils misent, là. C'est l'usure. L'usure. Il mise sur L'usure. l'usure. Il a cette profondeur-là industrielle qui est augmentée par des munitions qu'il reçoit de la Corée du Nord. Alors, lui, il reçoit quand même un certain potentiel militaire qu'il peut utiliser. Juste pour vous donner un chiffre, là, M. Martineau, les Ukrainiens utilisent environ actuellement 6000 rondes d'artillerie par jour qui tirent sur les positions russes. Les Russes, eux, de leur côté, en tirent environ 15 000 rondes d'artillerie par jour. C'est une guerre d'attrition. On est dans un mélange de la Première Guerre mondiale où on est cantonné dans les tranchées et on se tire dessus. Et un mélange avec la technologie qu'on a aujourd'hui où la précision des armes, comme l'artillerie, l'utilisation des drones vient jouer dans le décor. Alors, c'est un conflit qui est là pour perdurer, mais qui pourrait s'achever rapidement si l'aide internationale n'arrivait pas. On a beau avoir des Ukrainiens motivés, mais s'ils n'ont pas de balles à mettre dans leur fusil, c'est perdu. Et monsieur Saint-Cyr, je le disais, là, vous avez travaillé dans les ambassades canadiennes à Moscou et à Kiev, donc vous connaissez les deux côtés. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent « Ah oui, mais c'est parce que, regardez, quand les États-Unis, les Russes avaient établi des missiles à Cuba, on n'aimait pas ça parce que c'était trop près de nos frontières, puis on a réagi en disant « Là, vous allez prendre vos distances, vous êtes trop près. » Et en disant « Ben là, c'est parce que c'est la faute de l'OTAN. » Qui a voulu courtiser l'Ukraine et puis qui s'est approché trop près de Poutine et de la Russie, puis il faut les comprendre, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là qui tend à culpabiliser finalement un peu l'Occident, là, en disant c'est un peu de votre faute? Ben, l'Occident a joué un rôle un petit peu trop discret. L'Occident aurait dû jouer un rôle plus concret, s'affirmer plus en 2014. Dès que l'invasion de la Crimée a eu lieu, dès que les troupes ont commencé à surgir dans le Donbass, et on le voyait bien, là. Moi, je me souviens d'avoir été dans le Donbass à cette époque-là, puis c'était pas des paysans ukrainiens d'allégeance russophone qui étaient le problème. C'était les soldats déguisés, les Russes qui étaient là, puis qu'on se faisait dire que c'était des soldats en vacances, puis qui avaient décidé d'aller se battre dans le Donbass. Alors, c'était une mascarade. Alors, à ce moment-là, l'OTAN aurait pu, d'après moi, être plus s'affirmer plus, mettre son pied à terre encore plus fort et commencer à supporter l'Ukraine plus activement pour repousser ou du moins contenir le conflit dans le Donbass et s'imposer devant la Russie. Alors là, j'espère que les historiens sauront faire l'étude de ce qui s'est passé dans ce conflit-là et de comprendre les manquements de l'OTAN, les bons coups de l'OTAN, mais l'OTAN aurait pu agir d'une façon un peu plus déterminante dès 2014. Qu'est-ce que vous pensez aux gens qui disent « Ah, le gouvernement d'Ukraine est hyper corrompu, leur a envoyé de l'argent, ça sert à rien parce que c'est un des gouvernements les plus corrompus en Europe, etc. » Vous en pensez quoi de ça? Bon, écoutez, la corruption, ça existe partout. Là. Ça existe partout. Puis même dans nos amis très proches, je pourrais vous dire, sans les nommer, mais il y a des pays qui exigent 30% de plus sur des projets pour s'assurer qu'on graisse bien les pattes partout. Alors, ça existe, la corruption. Les Ukrainiens n'échappent pas à ça. Ils ont un passé qui parle pour eux, malheureusement, mais dans le contexte actuel, avec tous les yeux qui sont braqués sur eux, la façon que l'argent est géré, je crois que la corruption est quand même sous contrôle. Faut pas oublier une chose, c'est que le gouvernement ukrainien ne fonctionne plus comme il fonctionne normalement. Alors, la richesse du pays doit venir de l'extérieur. Alors, il y a beaucoup de ces sommes-là qui sont envoyées en Ukraine, qui sont utilisées à payer les fonctionnaires ukrainiens, à faire fonctionner. Les sommes ne sont pas envoyées que pour l'armement ou pour la défense de l'Ukraine. L'Ukraine est en manque ailleurs aussi. Alors, ces argents-là sont utilisés à ces essais-là. L'analyse qu'il faut en faire, il faut pas tomber trop vite dans le panneau de la corruption parce que le dollar qui est envoyé ne s'est pas transféré comme un fusil. Il s'est transféré comme un salaire qui a permis aux Ukrainiens d'aller à l'épicerie le soir. Là. Alors, il y a ça qu'il faut comprendre. Ça va prendre une étude sociale à la suite du conflit, voir vraiment
le chemin que ces sous-là ont pris. Mais malheureusement, vous l'avez bien dit, M. Martineau, il y a cette réputation-là de corruption qui persiste au-dessus de la tête des Ukrainiens. Mais je crois qu'aujourd'hui, la corruption, elle est quand même bien contrôlée. On avait peur que ça s'enflamme, que ça devienne un conflit mondial par petits pays interposés. Là. Est-ce que vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste là, lorsque vous regardez ce qui arrive là-bas? Écoutez, les Russes ont une culture que lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir gagné, se sentent invulnérables. Alors, si en Ukraine, ils ont ce sentiment-là qu'ils ont gagné, il y a des poussées russes, selon le président qui est là actuellement, qui lui a une mentalité à long terme de retrouver la Grande Russie. On sait qu'il va être, je vous le dis tout de suite, là, c'est un scoop, M. Martineau, il va être élu l'année prochaine. Alors, ouais. On sait qu'il va être élu Vladimir Vladimirovitch Poutine, même sur les élections. Donc, cette mentalité-là de retrouver la Grande Russie, si on ajoute le sentiment d'invulnérabilité parce qu'il pense avoir gagné en Ukraine, ben, ça ne me surprendra pas que dans les années à venir, d'autres pays limitrophes deviennent menacés par les visées russes. Rapidement, quand vous dites il va être élu, il y avait de l'ironie, bien sûr, mais parce qu'on sait que la démocratie là-bas, bon, c'est so and so. Mais cela dit, est-ce qu'il a encore l'appui de la population, selon vous, russe, Poutine? La question, c'est est-ce qu'il passe bien dans la population? Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il contrôle les médias à 100%. Alors, le message, il va l'envoyer comme il le veut. Et veut pas, la population va croire ce qu'ils entendent. Tous ceux qui s'opposent à lui disparaissent. La voix de l'opposition n'est plus là pour faire le contrepoids de ce que Poutine dit et ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'il a l'appui de la population? S'il l'a pas vraiment, je suis convaincu qu'il va l'avoir d'une façon malhonnête dans la comptabilité des votes l'année prochaine. Et M. Saint-Cyr, j'en profite là, pour conseiller aux gens là, dans le temps des fêtes, là, lisez le meilleur livre que j'ai lu cette année, c'est Le Mage du Kremlin, qui est un livre extraordinaire, fantastique, et aussi Z comme zombie, sur justement la propagande russe, là, un livre qui glace le sang. Et j'espère qu'on va se reparler parce qu'il ne faut pas oublier l'Ukraine, il faut continuer à parler de ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup, M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de presse, ancien attaché, pardon, de défense aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. Bon temps des fêtes. Monsieur Martineau, joyeuses fêtes à vous, votre famille et votre équipe. Merci.